Cité Philo est partenaire du Phénix depuis plusieurs années maintenant, et ce partenariat se prolongera l'an prochain. Nos remerciements très chaleureux à Éric Auriacombe qui nous vient de Bretagne, qui a bravé les intempéries pour venir ici. Vous savez que cette séance s'inscrit dans un cycle de 3, et il n'y a eu que 2 séances, et c'est la dernière, celle-là. Nous avons commencé avec Jean-Claude Carrière en novembre, qui nous a enchantés avec son métier et la connaissance du métier de scénariste. Et puis nous devions accueillir en décembre Jean-Marie Schaeffer pour un livre très important intitulé « Pourquoi la fiction ?» et qu'il a publié en 1999. Évidemment, il est impossible, et je n'en ai pas la compétence, de résumer ici le livre de Jean-Marie Schaeffer, mais simplement pour vous dire que ce cycle était cohérent, que nous avions un auteur, un grand scénariste, Jean-Claude Carrière, que nous avions un philosophe, Jean-Marie Schaeffer, et que nous terminons ce cycle par quelqu'un qui utilise la fiction dans sa pratique de thérapeute. Voilà. Alors je ne peux vous engager évidemment qu'à lire le livre de Jean-Marie Schaeffer, « Pourquoi la fiction ?» aux éditions du Seuil. Sachez que la problématique de Schaeffer, en très, très gros et très ramassé, très compact, comme on dit aujourd'hui, c'est de réconcilier Platon et Aristote. Platon, c'est la position antimimétique inaugurale, si vous voulez. La philosophie commence, en quelque sorte, par rompre avec le mythe et avec la fiction. Aristote, c'est l'élève de Platon qui vient après lui et qui va avoir davantage de considération pour la fiction, dont il pense qu'elle est une des modalités possibles de la perception et de la connaissance. Et le propos de Jean-Marie Schaeffer, c'est de récuser l'opposition entre ces deux philosophes. C'est d'accepter, de reconnaître avec Platon la dimension factice de la fiction, mais c'est aussi d'accepter, de reconnaître avec Aristote le fait que la fiction porte en elle la possibilité d'appréhender le monde et de le connaître. Alors, Éric Auriacombe, que nous recevons ce soir, est un psychiatre, un pédopsychiatre. Il travaille en pédopsychiatrie à Vannes, dans un hôpital. C'est aussi un chercheur indépendant et c'est un auteur. C'est un auteur qui essaye de nous transmettre quelque chose qui nous importe à propos du conte, à propos notamment, et c'est la raison aussi pour laquelle peut-être vous êtes venu ici, vous vous intéressez à Harry Potter, au personnage d'Harry Potter, à l'œuvre dans son ensemble. Eh bien, je vais lui poser une première question, de nous expliquer en quoi, finalement, pour lui, le conte, c'est très distinct, très différent de la légende et du mythe, et en quoi consiste pour lui le travail du conte. Alors, c'est une vaste question, en effet. Ce que je voulais juste dire, c'est que Platon a commencé la philosophie et J.K. Rowling la poursuit en l'an 2000, au XXIe siècle, peut-être. Peut-être. Bon, le conte peut
peut-être on pourrait partir d'une proposition que j'ai faite, que de dire que Harry Potter était un conte contemporain. Contemporain, on verra pourquoi, et non pas moderne, mais conte, certainement conte. Un conte, c'est des histoires racontées aux enfants, c'est un récit. C'est un récit qui se construit au fil du temps, parce qu'il est raconté de génération en génération des uns aux autres, jusqu'à atteindre une forme, non pas, enfin, d'universalité, on peut dire, en tout cas, de se répandre comme ça dans le monde entier. Donc c'est un petit peu ce qui est arrivé à la série Harry Potter, qui a démarré en 1997 et qui s'est ensuite répandue à travers le monde, en partant des États-Unis principalement, pour advenir à une lecture, une reconnaissance universelle, et ce, grâce à Internet et grâce aux nouveaux moyens de communication autour de l'an 2000. Donc voilà, un conte contemporain. Un conte, c'est une histoire qui met en scène un ou des héros. En l'occurrence, là, on a un héros principal, Harry Potter, mais il y en a d'autres aussi. Il y a ses amis, il y a les professeurs. Une mise en scène d'un ou plusieurs héros qui sont comme nous. Harry Potter, c'est un garçon comme les autres. C'est pas un super-héros, c'est presque un anti-héros. Donc c'est un garçon, on verra pourquoi, il lui arrive beaucoup de malheurs, il vit beaucoup de souffrances. Mais au départ, c'est un petit garçon de 11 ans dont on fait la connaissance. Et voilà, il est comme ses lecteurs, il n'est pas différent d'eux. Donc le héros du conte, il est souvent comme ça, il est souvent comme les personnes qui l'écoutent, comme les auditeurs. Que ce soit le petit chaperon rouge, que ce soit le petit poucet, etc. Voilà, le héros du mythe, il est assez inaccessible. Le héros du mythe, c'est, que ce soit Hercule ou autre, c'est quand même pas des gens auxquels on va vouloir s'identifier comme ça très très rapidement. Et le héros légendaire, il est un petit peu plus proche. La légende met en scène des histoires fantastiques, peut-être intermédiaires entre le conte et le mythe. J'ai avancé que le héros du conte, c'était le héros du moi. On verra peut-être pourquoi, et que le héros du mythe, c'était le héros du surmoi. En tout cas, le héros du moi, Harry Potter nous montre de manière assez exemplaire comment le moi d'un enfant puis d'un adolescent peut se construire, voire se transformer. Donc, avant de se plonger dans la matière d'Harry Potter, de ses potentialités, je voulais simplement vous demander, vous poser la question suivante. En fait, votre formation de psychiatre, puis de psychanalyste, vous a conduit à vous intéresser au travail de Freud à propos des contes d'Hoffmann. Tout à l'heure, vous me disiez aussi que, bien que vous démarquant nettement des positions d'un Bruno Bettelheim qui avait fait signe à beaucoup de gens, de parents, avec son livre Psychanalyse des contes de fées, vous vous souvenez. Il y a donc une potentialité psychothérapeutique dans le conte, mais vous, cette potentialité, vous ne l'avez pas explorée d'emblée dans votre pratique. Comment c'est venu ? Dans ma pratique, c'est venu parce que j'ai mis en place au fil de ma carrière, ça fait quand même un peu plus de 30 ans que j'exerce, à la fois des groupes thérapeutiques, des ateliers contes, dans lesquels il y a un conteur qui va raconter une histoire et puis des enfants qui vont l'écouter et la jouer ensuite. Et donc je me suis aperçu qu'effectivement il y avait à la fois la structure du conte qui était importante. Quand on raconte une histoire, et voilà, il y a une terminologie, il y a un phrasé, une prosodie, il y a une structure particulière, on va insister sur tel ou tel point, et il y a une thématique. Et donc les enfants sont particulièrement sensibles à ces deux aspects-là. Et ils vont s'emparer de tel ou tel élément fantasmatique qui va les intéresser donc au sens où ça va intéresser leur être même, leur problématique même,
Ils vont s'emparer de cette thématique-là et ils vont la jouer, l'élaborer avec d'autres. Donc c'est parti un petit peu de ça, hein, ce questionnement. Alors le conte, qu'est-ce que c'est que le conte ? Il y a plusieurs, à partir de là, il y a plusieurs moyens de théoriser un peu sur les contes. Il y a le modèle du rêve. Donc j'ai proposé le terme de travail du conte pour montrer qu'à travers le contenu manifeste du récit, il pouvait y avoir un contenu latent, suivant des thématiques fantasmatiques qui correspondent à chaque âge des enfants. Il y a les enfants de 3 ans, ça ne va pas être les mêmes thématiques que ceux de 7 ou de 10 ans ou des adolescents. Donc le modèle du rêve, permet de dégager cet aspect-là, à la fois la question du contenu latent, et puis des résonances fantasmatiques que chacun peut entendre à son niveau de développement psychologique. Le deuxième modèle, c'est celui du jeu, le modèle du jeu, et là on suit plutôt Winnicott, dans le fait qu'il s'agit d'établir, d'élaborer avec l'enfant, que ce soit en individuel ou en groupe, un espace de jeu, un espace transitionnel. En fait, c'est ni moi, ni l'un ni l'autre, ni l'enfant ni la mère, dit Winnicott. Ce sont des aires d'intersection où chacun peut jouer sa vie, sa thématique, avec l'autre. Donc voilà, on a deux aspects, le modèle du rêve, le modèle du jeu, et je pense qu'avec Harry Potter, on a bien joué pendant 12 ans. Vous avez bien joué, mais alors, voilà, oui, comment ce qui en fait un conte contemporain, parce qu'effectivement, je crois que beaucoup de gens se sont bien amusés à suivre les aventures du héros. Mais et comment tout à coup Harry Potter est arrivé alors dans vos ateliers? Voilà, ce sont les enfants qui... Alors Harry Potter, c'est plutôt dans les entretiens individuels, parce que donc là, quand on reçoit des enfants en individuel et qu'on essaye de faire acte de psychothérapie, on écoute l'enfant dans ce qu'il va nous dire. Donc on est complètement dans l'association libre. Et les enfants, de quoi ils parlent? De ce qui les passionne. Il faut essayer d'aller dans ce qui les passionne. Il faut se tenir un petit peu au courant, bien évidemment. Mais voilà, c'est l'enfant qui propose. Et c'est vrai que dans les années 98, 99, 2000, les enfants, et j'en vois quand même 600 par an, ne me parlaient que de ça. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. J'avais 2 enfants de 10 et 11 ans qui commençaient à m'énerver aussi singulièrement à la maison avec ce personnage-là. Ce qui fait que j'ai fini par le lire. J'ai lu le premier volume, donc Harry Potter à l'école des sorciers, qui est mieux en anglais, c'est Harry Potter et la pierre philosophale. Mmh. Bon, j'ai trouvé ça intéressant, même assez passionnant. Le deuxième, c'est... merci, la Chambre des secrets. Et là, la Chambre des secrets, il y a eu comme un déclic, c'est-à-dire que j'avais sorti un livre très illisible auparavant, je ne vous conseille pas du tout la lecture, ça s'appelle Les deuils infantiles, et je me suis dit, tiens, Harry Potter est un cryptophore. Un cryptophore. Voilà, la crypte de l'école de Poudlard. Alors, je suis gêné avec lui, il n'a pas lu Harry Potter, donc je vais devoir tout lui expliquer, ça va être vraiment difficile. Donc il y a une école des sorciers qui s'appelle Poudlard. Oui, ça je sais. Hogwarts en anglais. Et donc il y a une crypte qui, à un moment ou à un autre, s'est ouverte. Et l'héritier, un héritier doit pénétrer dans cette crypte. Voilà. Et donc, en fait, Harry Potter, je me suis dit, tiens, c'est l'illustration de ce que j'ai élaboré avant dans une thèse de doctorat et autour de la question du deuil. Mon travail antérieur portait sur les deuils précoces, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, comment va vivre un enfant. Au départ, c'était un enfant jusqu'à 12 ans qui perd ses parents, et ma thèse a porté sur comment peut vivre un enfant qui perd ses parents avant l'âge de 3 ans. Donc la question des deuils infantiles, c'est la question des deuils précoces. Et Harry Potter, lui, il perd ses parents à l'âge d'1 an. Alors Harry Potter perd ses parents à l'âge d'1 an, donc il rentrait tout à fait dans la caractérisation de ma recherche. Ils auraient eu un accident de voiture selon une partie de la population qui s'appelle les Moldus, et ils auraient été tués par un mage noir, Voldemort, selon une autre partie de la population qui s'appelle les sorciers.
ce partage entre Moldu, parce que j'ai pas lu, mais je me suis tenu au courant, j'ai été obligé, parce que ma fille aînée était une passionnée d'Harry Potter. Et à un moment donné, on se faisait traiter de Moldu à table et je ne savais pas bien pourquoi. Et j'étais obligé donc de la questionner pour savoir ce qui nous valait cette dénomination. Et donc le partage entre les Moldus et les sorciers, c'est le partage entre les adultes qui ont renoncé à porter en eux le rêve d'enfant et qui ont épousé la rationalisation, le calcul de nos sociétés telles qu'elles vont. Et puis les sorciers, ce sont les enfants qui n'ont renoncé à rien. C'est un peu ça, non Alors non, c'est pas ça. D'après ce que j'ai pu en déduire, mais bon, c'est une théorie parmi d'autres, les Moldus, ce sont effectivement des personnes qui n'ont pas du tout, qui ne laissent aucune place à leur infantile, c'est-à-dire à leur imaginaire, à leur fantasme d'enfant, à leur vie créatrice, à la possibilité de jeu et d'émerveillement. Les sorciers, ce n'est pas forcément les enfants, ce sont les personnes qui ont gardé, malgré tout, quelques éléments de leur capacité d'émerveillement. Donc la dichotomie qu'on a beaucoup lue, qu'on a beaucoup vue, Moldu égale adulte et sorcier égale enfant, elle est vraiment à nuancer parce qu'il y a des adultes qui ne sont pas du tout des Moldus et il y a des enfants qui sont déjà des Moldus. C'est ça. Et vous vous êtes bien remis de l'insulte suprême? Moi, j'ai jamais. C'est dur, ça, hein. Moi, je me suis fait traiter de Moldu, mais j'ai jamais pensé que j'en étais un vraiment. Bon, ça va alors. Sinon, je ne serais pas là ce soir. Voilà. On est quand même là à faire les clowns. Dites-moi alors, cette part, cette résolution du deuil, au fond, c'est une des grandes questions portées par le récit Harry Potter. Et comment tous les enfants qui viennent vous voir ne sont pas dans cette nécessité d'avoir à supporter et à porter ce travail de deuil. J'imagine que il y a d'autres difficultés que celle-là à affronter pour les enfants qui viennent vous voir, je veux dire. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun s'empare en fait des éléments de l'histoire qui peut l'intéresser, que ce soit dans sa structure et dans sa forme ou dans les différentes thématiques qui peuvent s'élaborer. Pour Harry Potter, on a quand même le phénomène de série, un phénomène de série très particulier, parce que la question de la sérialité dans la littérature jeunesse, c'est bien souvent la reproduction du même. C'est-à-dire que le Club des 5, on va avoir différents épisodes au fur et à mesure, et les héros ont toujours le même âge. Et l'invention quand même de Rowling, c'est de trouver un héros qui va grandir d'un an au fur et à mesure de la parution des différents volumes. Donc il a 11 ans au départ, et puis 12, 13, 14, 15, 16 et 17, c'est l'âge de la majorité chez les sorciers. Et donc ça, c'est vraiment une caractéristique de Rowling, parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'exemples de héros en littérature jeunesse ou en littérature en général qui grandissent au fil du temps. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en même temps, vous notez qu'au fur et à mesure, le style, la complexité du récit augmente, oui, le style se modifie. Oui, ça c'est attesté tout à fait. Hein, parce que, et des enjeux nouveaux sont problématisés. Voilà, donc au fil de l'apparition des différents volumes, on s'est quand même aperçu que l'écriture changeait. D'une part parce que les volumes augmentaient en pages, en épaisseur, et que le style, même s'il y avait toujours beaucoup de dialogue, le style se modifiait, en particulier à partir du tome 5, qui est quand même, à mon avis, on pourra en discuter, un tournant dans l'œuvre de Rowling.
Il faut aussi bien souligner que la plupart des lecteurs, moi, que j'ai rencontrés donc, en 99-2000 ont grandi avec leur héros. Hein. Ceux qui avaient 11 ans en 99, eh ben, ils ont grandi avec le héros. Ils sont devenus adolescents en même temps et ils sont maintenant adultes en même temps que le héros, ce qui est quand même très étonnant. Ouais. Très étonnant. Donc il n'y a pas beaucoup de héros littéraires qui grandissent. Si vous avez des exemples dans la salle, je veux bien, je suis preneur. Moi, j'ai trouvé Wendy, la petite fille qui accompagne Peter Pan, qui devient grande, ainsi que les enfants perdus. Mais c'est vrai qu'il y a quelques autres personnages, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, un héros qui grandit, des lecteurs qui grandissent en même temps que le héros, Oui. et qui attendent, qui se passionnent, parce qu'on a eu vraiment un phénomène, là c'est pareil, j'ai proposé ce terme-là de passion de lecture. Oui. Au mois de juin, on m'a demandé, ça y est, ils sont addicts, comment est-ce qu'ils vont pouvoir survivre à la fin, à la parution du dernier film, parce que le film est paru cet été, sorti cet été, ou alors en 2007, comment est-ce qu'on va faire maintenant que l'aventure est terminée. Et donc, il y a un auteur américain, dont je ne sais plus le nom, puis c'est pas important, parce qu'il a dit des bêtises, qui a parlé d'addiction, hein, qui a parlé d'addiction à la lecture d'Harry Potter. Et moi, je pense que c'est plutôt une passion de lecture, comme on peut se passionner pour d'autres lectures ou pour des films. Et il y a quelque chose de l'amour et de l'identification pour tel ou tel personnage. Pas forcément Harry Potter, ça peut être d'autres personnages. Donc voilà. Donc l'identification à Harry Potter, c'est l'identification à un héros. Vous nous avez dit que celui-là était un héros très accessible, un héros qui ressemblait à son lecteur, en quelque sorte. Et mais l'identification héroïque, c'est une constante du développement de l'enfant. C'est quelque chose qu'on retrouve avant Harry Potter et qu'on va retrouver après Harry Potter. Quelle importance vous accordez à cette identification héroïque ? Vous avez raison de souligner qu'il y a d'autres héros. Hein, il y en a d'autres actuellement d'ailleurs. L'identification, c'est une forme de relation à l'objet très, très primaire en fait. C'est être comme l'objet. Hein. Et donc c'est vouloir lui ressembler, voire incorporer des éléments de ce personnage. Donc on a bien vu ça tout au long de la parution des différents tomes, les déguisements, les effets de foule, comment dire, tout ce que les lecteurs pouvaient mettre en scène autour de la parution des différents volumes. J'aimerais reprendre peut-être la question du héros particulier qu'est Harry Potter avant on pourra parler de l'identification. Mais c'est quand même un héros qui est orphelin précoce, à 1 an, qui est recueilli par son oncle et par sa tante. Il va falloir que je vous raconte l'histoire, hein, malgré eux, parce qu'ils n'en voulaient pas, qui l'accueillent chez eux et qui le maltraitent. Donc ils le maltraitent physiquement et psychologiquement. En fait, ils le battent, ils s'en servent, c'est un cendrillon en fait, hein, ils s'en servent comme esclave, ils lui font faire la cuisine. Il est battu par son horrible cousin, il est enfermé dans un placard, et on lui demande d'inexister en fait. Hein. Il est réduit au silence, il est mis au secret, et il doit faire semblant de ne pas exister. Il est traité comme un chien en fait. Hein. Donc un enfant orphelin, un enfant maltraité, et un enfant mis au secret. Hein. Vous en avez accueilli des enfants dans cette souffrance-là ? Oui, ça, dans ma carrière, oui, ça c'est évident. Donc on a cette question du croisement de plusieurs problématiques, hein, la question du deuil précoce, la question de la maltraitance et la question du secret en fait, hein, parce que s'il est maltraité, c'est qu'il y a un secret de famille et que le secret de famille, c'est que ses parents sont des sorciers et que c'est très mal vu d'avoir des sorciers dans une famille de moldus.
Et donc, il doit se cacher, voilà, jusqu'au jour où il reçoit une lettre. Et donc, cette lettre lui provient du directeur de l'école de Poudlard, qui s'appelle Dumbledore, et qui lui annonce, voilà, tu es un sorcier, tu as 11 ans, tu dois venir à l'école, comme au collège, comme tout le monde, tu es invité au collège. Et en fait, on décrit souvent dans les situations traumatiques, parce que ses parents sont morts dans une situation traumatique. Ils ont été quand même tués par le sort de la mort, et lui-même a reçu ce sort, et il en conserve une cicatrice sur son front. C'est la fameuse cicatrice en forme d'éclair. Ça va être long si je vous raconte tout. Non, mais... On n'est pas pressé. On peut y aller. Ouais. Donc, deuil précoce, traumatisme et maltraitance. Donc, on a quand même un gamin qui supporte quand même 3 éléments très difficiles. Il a vécu la première année de sa vie, quand il était bébé, c'est décrit dans le tome 7. Apparemment, il était vraiment très, très aimé par ses parents, Lily et James Potter. On le voit en scène en train de jouer sur un petit balai volant que lui avait donné son parrain, notamment. Donc c'est un bébé très heureux. Et puis brutalement, il y a Voldemort qui arrive, il tue son père, il tue sa mère, et il essaye de le tuer, mais il n'y arrive pas parce que le sort ricoche. Il crée donc le traumatisme de la cicatrice, et il annihile le mage noir, Voldemort, qui devient moins que rien. Donc voilà, le professeur Dumbledore s'empare du bébé survivant, écrit une première lettre à son oncle et à sa tante. Donc en fait, il a écrit 2 lettres. La première lettre, elle est cachée, elle est à peine lue par l'oncle et la tante. Et la deuxième lettre, elle arrive 11 ans plus tard, et elle n'arrive pas à atteindre son destinataire, au départ en tout cas. Donc c'est ce qu'on appelle le traumatisme en 2 temps, c'est ce qu'on appelle l'après-coup. Quand on subit un traumatisme, on peut ne pas avoir de souvenir de l'épisode traumatique entre le temps 1 et le temps 2. Et il y a un élément qui va venir rappeler, ou en tout cas ramener à la conscience, en tout cas ou représenter, ce n'est pas vraiment de la mémoire, l'épisode traumatique. Et c'est tout à fait ce qui arrive à Harry Potter 10 ans après la rencontre avec Voldemort. Quand il reçoit la lettre. Quand il reçoit la lettre qui l'invite au collège. Et à partir de là, il se dit, tiens, il y a quelqu'un qui m'écrit. Déjà, c'est un message. Cette lettre est un message. Et c'est un message qui a une adresse. C'est adressé à Harry Potter, dans la maison de son oncle et de sa tante. Donc, il y a quelqu'un qui m'écrit. Donc, j'existe pour quelqu'un. Quelqu'un s'intéresse à moi. Et je suis peut-être quelqu'un qui existe vraiment, alors que jusqu'à présent, il était inexistant. D'ailleurs, le brave géant, demi-géant qui amène qui va le chercher, en tout cas c'est Hagrid, lui dit, s'indigne en disant, tiens, tu ne sais même pas qui tu es. Il est très en colère après son oncle et sa tante. Parce que qui il est, c'est quelqu'un de célèbre. C'est le survivant, c'est le titre du premier chapitre. C'est le survivant qui a survécu pour la première fois à un sortilège de la mort lancé par Voldemort. Donc on a un traumatisme en 2 temps. Le deuxième temps, c'est donc à l'âge de 11 ans. Et à partir de là, il va aller tous les ans au collège de Poudlard. Et donc chaque volume est construit sur une année scolaire, d'un été à l'autre. Et chaque été, il va retrouver la maison de son oncle et de sa tante. C'est à la fois le lieu de maltraitance, la maltraitance, mais ce serait également le seul endroit où il sera en sécurité. Donc on a comme ça une espèce de syndrome de Stockholm qui peut s'installer, où voilà, c'est dans ce lieu-là, en tout cas jusqu'à ses 17 ans, qu'il est à l'abri de Voldemort. Et donc on assiste au fil des différents volumes à la renaissance de Voldemort et au fait que Harry va grandir d'une année à chaque fois, avec cette fameuse cicatrice qui va se manifester de plus en plus, en ce sens où elle lui fait mal lorsque Voldemort est à proximité. Donc Harry Potter, en fait, c'est un roman sur la douleur, c'est un roman sur le deuil, c'est un roman sur la mort. Donc vous voyez, quand je parlais de Platon tout à l'heure, c'est vous qui en parliez, mais voilà, Rowling est en train à élaborer en tout cas un roman littérature jeunesse qui est un roman sur la mort
et sur l'immortalité. Je peux continuer si vous voulez. La question vous disiez, Voldemort réapparaît, ou je ne sais plus le mot que vous utilisiez, mais se réincarne à mesure que finalement Harry Potter prend de l'autonomie, prend de l'assurance. Et il est comme... est-ce que c'est pas la relation... Il y aurait une sorte de relation en miroir entre... est-ce que Voldemort n'est pas une partie d'Harry Potter? Alors c'est un peu le fil conducteur effectivement de toute la série, la relation entre Harry Potter et Voldemort. Donc c'est vrai que Voldemort se réincarne au fur et à mesure des différents volumes et qu'Harry Potter y grandit, mais il ne prend pas pour autant d'assurance. C'est fondamentalement quelqu'un qui doute de tout. Voilà, il a toujours peur de mal faire. Au fond, il est très déprimé. Il se sent dans l'incapacité de réaliser les choses. Il est vraiment pas sûr de lui, ce petit garçon-là, jusqu'à ses 15, voire même dans le dernier tome. Il est là, tout le monde va mourir à cause de lui, et donc c'est très compliqué à gérer, ça. Bien qu'il établisse des relations d'amitié, quand même. Il découvre l'amitié, peut-être. Alors, il découvre des tas de choses. Il découvre d'abord qui il est. Petit à petit, il a une connaissance, quelques souvenirs de son passé, quand même. Quelques souvenirs de son passé. De sa petite enfance, il y a juste la lumière verte, en fait, du sort que Voldemort lui a jeté. Et puis, peu à peu, il y a quand même le regard de sa mère, le visage de son père, qui lui sont d'une part racontés par les autres, mais d'autre part qui lui sont présentés en miroir par ce qu'on appelle le miroir du Rised. Rised, ça veut dire désir en miroir. Ah oui, Rised, désir. Donc le miroir Desire du Rised. Ah oui, d'accord. C'est voilà. le verlan de... C'est l'écriture en miroir. D'accord. Et donc, c'est particulièrement intéressant parce que donc Harry Potter, jusqu'à ses 11 ans, pendant toutes ces 10 années de maltraitance, donc déjà de bonnes expériences primaires pendant 1 an. Donc il y a une base solide. C'est un bébé qui a été secure, qui a été aimé, choyé par ses parents. Donc ça, c'est la base solide. Mais à partir de l'âge des 1 an, il n'a pas fini de se construire. Et notamment la question du stade du miroir, la question de l'Édipe, tout ça, ça ne s'est pas mis en place comme ça peut le faire. Ça peut se faire habituellement. Rowling a cette capacité à mettre en scène cette question-là de manière importante, parce que toute la question du miroir, c'est-à-dire du spéculaire, du double, tout au long de son œuvre, est illustrée par un certain nombre d'éléments. Donc la première illustration, c'est la rencontre avec ce miroir. Et que voit Harry Potter quand il rencontre ce miroir-là? Il se voit lui-même, d'une part, avec sa cicatrice, mais d'autre part, il se voit entouré de ses parents. Donc il voit le reflet de sa mère, le reflet de son père et le reflet d'autres personnes. Et voilà, c'est une de ses premières reconnaissances de lui-même d'une part, de son reflet, et d'autre part, entouré de ses parents. Le problème, c'est quand il se retourne, il n'y a plus personne. Donc ça, j'ai écrit un petit peu là-dessus. C'est vrai que cette question c'est une illustration du stade du miroir tel qu'a pu le décrire Henri Vallon et puis Lacan ensuite. Donc l'enfant se découvre tel qu'il est, découvre son moi en tout cas, sous la forme d'une image, d'un autre virtuel, dans le miroir, à l'extérieur de lui-même. Donc c'est à la fois une découverte d'une forme globale, une gestalt, une forme globale, mais c'est aussi une forme d'aliénation, parce qu'on se découvre à l'extérieur sous forme d'une image qui n'est pas nous-mêmes. En plus, elle n'est pas symétrique. Enfin, elle est asymétrique. On se voit en miroir. Donc c'est ça le stade du miroir, et c'est tout à fait l'illustration qu'en fait Rowling, sauf que quand il se retourne, il n'y a personne. C'est ça. Et donc la question du négatif, donc
là je vais peut-être en venir là, la question d'Harry Potter, elle nous ouvre vraiment une forme de clinique du négatif. Et c'est ce que j'ai un petit peu soutenu dans mes travaux sur la question des deuils précoces, c'est-à-dire la question c'est comment faire le deuil de personnes qui ont disparu, en l'occurrence les parents, et dont on n'a aucun souvenir. C'est ça. Hein, la question du deuil, en fait, quand on perd quelqu'un, tout le monde, malheureusement, on peut avoir perdu des gens, mais on en a des souvenirs. Et peu à peu, un par un, ces souvenirs reviennent, ces souvenirs se présentifient. En général, quand c'est des bons souvenirs, ça transforme le chagrin en nostalgie. Ça ne rend pas malheureux les bons souvenirs. Donc il faut un processus, c'est ce qu'on appelle le travail du deuil. Et donc c'est un processus qui ramène à la conscience un certain nombre de souvenirs un à un, permettant de présentifier le disparu. En ce qui concerne les deuils précoces, on n'a pas ça du tout. On a une absence brutale, les parents ne sont plus là tout d'un coup, et ils ne sont pas remplacés, en tout cas pour Harry Potter. Quand ils sont remplacés, ça peut encore se mettre en place. Donc on a la question d'un vide. On a la question d'un vide qui se crée plutôt que d'une absence. Le vide remplace l'absence. Je crois que c'est Fédida qui disait ça. Il y a Pierre Aulagnier qui disait aussi, là où il y avait une chose, il y a un vide. Apparaît un trou noir. Un trou noir, ouais. Donc l'image du trou noir est intéressante parce que à partir de cette lacune dans le psychisme, il y a effectivement toutes les représentations qui peuvent être attirées dans ce trou noir. Une espèce de béance. Et donc c'est ce qui arrive à Harry Potter dans ses 10 premières années. Il est vraiment dans le marasme, il est dans le vide, il est dans l'absence de mémoire, de souvenir en tout cas. Il est dans l'inexistence. Sauf qu'il a une cicatrice. Et que cette cicatrice, c'est le souvenir de ses parents, c'est le souvenir de la rencontre avec Voldemort, et c'est son point de douleur. Quand je disais que c'était un roman sur la douleur, c'est que cette cicatrice-là, elle est continuellement douloureuse, et c'est une douleur vraiment infernale jusqu'à la fin, jusqu'à ses 16-17 ans. La cicatrice restera le grand point de douleur. C'est le point de douleur qui lui permet d'entrer en relation avec Voldemort. Donc la cicatrice reste le point de communication avec Voldemort, à tel point que, à partir de ses 14-15 ans, on peut se demander s'il n'a pas ce qu'on appelle en psychiatrie des phénomènes d'automatisme mental. Il se croit possédé. Il a l'impression de vivre ce que Voldemort vit. Il a l'impression de vivre à sa place. Il se prend pour un serpent qui va attaquer quelqu'un, par exemple, à un moment. Dans le tome 7, c'est pareil. Hein. Il vit à la place de Voldemort, il voit à sa place, et il va jusqu'à ressentir ses propres émotions. Donc on a une relation entre les deux personnages qui est fusionnelle, on peut employer ce mot-là, mais bon, il est un peu léger, qui est spéculaire certainement, mais l'un et l'autre sont parfois complètement confondus. Hein, dans la relation au double, l'un et l'autre ne sont pas forcément confondus. Hein. C'est ce qu'on appelle la relation paranoïaque, la relation au double. L'un et l'autre sont pareils, sont presque pareils, presque comme, mais ils ne sont pas forcément confondus. Alors qu'arrive jusqu'à vivre des expériences fusionnelles avec Voldemort, notamment pour les lecteurs d'Harry Potter, dans la Chambre des Mystères, il fait un seul avec Voldemort. C'est pareil dans le tome 7, quand il va visiter Godric's Hollow, c'est-à-dire le lieu où sont enterrés ses parents. Il vit et éprouve complètement les sentiments et les sensations de Voldemort. Et ça, il a 17 ans. Hein, on est à la fin du... Donc, la question du stade du miroir, disons que se réanime, parce que il a certainement vécu chez les Dursley, mais le miroir du désir, donc du Riset, du premier tome, et donc c'est le point de départ, si vous voulez. Ensuite, il y a la question de la relation avec Voldemort, qui est une relation en double, voire fusionnelle. Et enfin, il y a la question comment est-ce qu'il arrive à se sortir de ça. Ça, c'est peut-être encore un autre thème. Mais le personnage de Voldemort, ça rappelle l'instinct de mort. C'est quoi? C'est la pulsion mortifère qu'il y a en chacun. Bon, là, ce serait trop simple, trop schématique. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est alors
ce personnage qui est... Alors déjà, c'est aussi, bon, on ne va pas dire héros, c'est un personnage, mais qui a une histoire. Et c'est une histoire qui nous est aussi contée progressivement et qui est racontée à Harry Potter par l'intermédiaire d'une machine qui s'appelle la Pancine, dans laquelle on va chercher des souvenirs. Et il va à la... En fait, Harry Potter va continuellement, au fil des différents tomes, à la recherche de son histoire, de qui il est, de son être et de son histoire. Et donc les souvenirs, ils lui sont racontés par les autres, notamment par les adultes, les professeurs, les gens qui ont rencontré ses parents, son parrain aussi, parce qu'il a un parrain, et également grâce à cette machine, la Pancine, dans laquelle il va pouvoir revivre, en tout cas suivre des souvenirs de ses parents, mais aussi des souvenirs de Voldemort, parce que le professeur de Poudlard, donc Dumbledore, l'incite à connaître l'histoire de Voldemort pour mieux connaître son adversaire. Voldemort, c'est un orphelin aussi. C'est un orphelin. Voilà. C'est le double orphelin. Qui a perdu sa mère. Bon, le problème, c'est qu'il a tué son père, donc il est vraiment un peu plus orphelin que... Il a participé de son orphelinat. Il a quand même tué son père et d'autres. Voilà, il a choisi la magie noire, effectivement. Alors bon, bien sûr, c'est la phase d'ombre d'Harry, pourquoi pas, hein, mais bon, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'on ne peut pas trop coller des schémas préfabriqués là-dessus. Hein. Rowling n'a quand même pas inventé tout ça pour illustrer la psychanalyse. Bien sûr. C'est quand même un roman. Voilà. Mais par contre, la relation au double, elle est très très forte. Et alors, je vais peut-être revenir à cette question de la clinique du négatif, hein, donc d'un petit garçon qui a pris l'habitude jusqu'à ses 11 ans de vivre en négatif, au prix de parfois ne pas penser, hein, voire de dénier la pensée, voire de ne pas avoir de souvenir ni de représentation de quoi que ce soit. On revient à cette histoire du trou noir. Et peu à peu, tout ça va se meubler, va s'habiter en tout cas, hein, de souvenirs et de différents personnages. Et donc, grâce à Dumbledore, hein, c'est son analyste, hein, disons, hein, le personnage qui va l'accompagner, en tout cas, pendant les 6 premiers volumes, jusqu'à ce retour des souvenirs. Donc, il a le regard de sa mère et les lunettes de son père, hein, la coiffure de son père. Voilà, ça, c'est des éléments d'identification qui permettent à Harry de se situer dans une histoire. Le problème, c'est que y a cette histoire c'est une autre forme d'identification qui est une identification endocryptique. Alors endocryptique, c'est un bien grand mot pour dire que c'est Nicolas Abraham et Maria Torok, je ne sais pas si dans les années 60, 70, qui ont élaboré ces concepts. Ça a été utilisé par Tisseron dans son étude sur Tintin et Hergé, notamment. Et donc, ce sont des modalités de deuil qui peuvent se mettre en place quand le deuil est honteux, voire indicible et secret. Et donc, à ce moment-là, le personnage, la question du décès, du mort, en fait, ce n'est pas une identification qui arrive, c'est une incorporation. Donc, à l'intérieur du sujet, il y a des éléments du défunt qui peuvent exister comme dans une crypte. De temps en temps, cette crypte s'agite. Et donc l'idée m'en est venue au tome 2, en fait, hein, quand j'ai eu cette fameuse révélation, mais bon sang, c'est un cryptophore. Parce que, voilà, Harry Potter semblait porter à l'intérieur de lui-même des éléments de Voldemort. Il semblait avoir encrypté à l'intérieur de son psychisme certains éléments, qu'il étonnait lui-même d'ailleurs. On va citer, il parle le langage des serpents, par exemple, comme un serpentard. On ne connaissait pas les différentes maisons. Hélas. Lui, c'est un Gryffondor, et le Choixpeau, on met sur la tête le Choixpeau, et puis il vous dit, voilà, tu appartiens à telle maison. Et le Choixpeau, il hésite. Il dit, tu es peut-être un Serpentard, toi. Serpentard, c'est la maison de Voldemort. D'accord. Alors Harry Potter, qui est un Gryffondor, se dit, c'est pas possible, je suis pas un Serpentard. Et le Choixpeau a hésité. Et en plus, il parle le langage des serpents, c'est-à-dire comme Voldemort. Et puis voilà, il y a d'autres traits comme ça. Et c'est peut-être l'héritier, le fameux héritier qui a ouvert la crypte. Voilà, donc en tout cas, ce fameux petit garçon possède à l'intérieur de son propre psychisme des éléments qui ne lui appartiennent pas. Et ça, c'était vraiment ce que j'ai pu lire. Bon, mon livre, c'est les 5 premiers volumes. Hein.
Et je suis assez content parce qu'au fond, Harry Potter, il possède à l'intérieur de son propre psychisme des éléments qui ne lui appartiennent pas, et ça s'appelle un Horcrux. Alors, je ne vais pas vous raconter ce que c'est qu'un Horcrux. Si. Je ne sais pas. Oui. Est-ce que vous... on peut le dire quand même. Donc, oui, un Horcrux. Ils veulent. Mais je peux dévoiler la fin maintenant parce que je me suis fait disputer déjà. Mais vous connaissez la fin? Pas tous. Donc, un Horcrux. Donc, Voldemort avait tellement peur de la mort, en tout cas voulait tellement maîtriser la mort et acquérir l'immortalité, qu'il a acquis par magie noire la capacité de scinder son esprit, son âme, en plusieurs éléments, et de placer donc des petits morceaux de lui-même, des éléments de sa propre personnalité, sous forme globale, dans des objets, voire dans des personnages. Donc il a fabriqué, normalement, on ne peut, au prix de sa vie, en fabriquer qu'un seul. Lui, il a réussi, il est tellement noir et fort qu'il a fabriqué 6 Horcrux. Donc 6 Horcrux dans des objets. Donc il y a une bague, il y a une coupe, il y a un diadème, il y a un serpent, il y a un livre. C'est quoi le 6e? Et le médaillon, bien sûr, excusez-moi. Et le médaillon. Ils sont forts. Ils sont très forts. Et le médaillon, difficile à briser d'ailleurs, le médaillon. Donc voilà, donc Voldemort avait réussi à ne plus mourir. Il ne pouvait pas avoir la pierre philosophale parce qu'elle avait été détruite par Nicolas Flamel. Donc oui. Il ne pouvait pas. Donc en 6 Horcrux, bon, il s'était considérablement affaibli parce que forcément, mettre des éléments de lui-même dans des objets comme ça finit par affaiblir. Le problème, c'est que quand il a voulu tuer Harry Potter, pour d'autres raisons, ça prendrait peut-être du temps à expliquer, mais il a voulu le tuer parce que c'était le principal danger, c'était le bébé Harry Potter. Et donc, il lui a jeté le fameux sort de la mort, le sort a ricoché, et en fait, en jetant ce sort-là, il a créé un 7e Horcrux, et c'est la cicatrice. La cicatrice. La psychiatrie? La cicatrice. La psychiatrie. La cicatrice. Donc il a créé la cicatrice, fort de vous raconter des bêtises. Voilà. Et donc Harry Potter, au final, contient des éléments de Voldemort. C'est pour ça qu'il parle Serpentard. C'est pour ça que la cicatrice lui fait mal dès que Voldemort, le lien s'établit avec Voldemort. Si je comprends bien, et c'est pour ça qu'il doit mourir à la fin du livre. Cette cicatrice, c'est le seul Horcrux, si j'ai bien compris, qui est dans un personnage. Il y a un serpent aussi. Ah, il y a le serpent aussi, c'est vrai. Dans un être vivant. Voilà. Il y a le serpent. Et puis il y a le personnage du livre, mais bon, qui est plutôt un souvenir. Dans le livre, il y a un personnage qui vit. Cette cicatrice a un statut paradoxal parce que c'est à la fois ce qu'il fait souffrir et en même temps c'est la seule marque qui soit comme la possibilité de se souvenir en même temps. Voilà, il est très ambivalent par rapport à sa cicatrice. Ça nous est expliqué dans le premier volume. À la fois, effectivement, il l'aime pas. C'est la marque de la mort de ses parents, trace de l'accident de voiture, de la rencontre avec Voldemort. Et puis d'autre part, c'est quand même la seule marque qu'il puisse avoir de cette histoire-là. La seule trace qu'il puisse avoir de cette histoire. La trace. D'ailleurs, je ne sais plus, Dumbledore lui dit à un moment, c'est très bien d'avoir une marque, moi j'ai le métro de Londres tatoué quelque part. Donc, voilà, mais c'est une trace. C'est une trace qui n'a plus de signifiant. C'est juste vraiment la question de la marque qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment une trace corporelle, jusqu'à ce qu'il puisse en mettre. Et s'il porte cette cicatrice-là, ça porte effectivement son destin aussi. C'est qu'il doit mourir s'il veut que Voldemort meure aussi. Vu qu'il porte en lui une partie de Voldemort. C'est vrai que c'est complexe. Est-ce que vous seriez d'accord pour que on donne la parole à qui veut la prendre et qui a peut-être des questions à vous poser sur la manière dont vous lisez Harry Potter,
à la fois comme lecteur et en même temps comme lecteur, parce que comme lecteur, vous avez affaire aux enfants et il faut suivre un peu leur lecture, si j'ose dire. Donc, et en même temps comme thérapeute. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Madame. Si. Marche pas. Si. Oui, moi, je me souviens que quand on arrivait au volume où Dumbledore mort, je me suis dit, il n'est pas mort. Dans le tome suivant, on va s'apercevoir que c'est une astuce pour échapper à Voldemort, etc. C'est une stratégie qui a été mise en place. Et j'ai été sidérée de m'apercevoir que l'auteur l'avait bel et bien fait mourir. Comment vous l'analysez, ça ? Il y a beaucoup de morts. Enfin, je trouve qu'il est très, très sombre. Le Harry Potter, plus on avance, plus je le trouve effroyable. Enfin, qu'on fasse mourir Dumbledore m'a énormément étonnée. Comment vous l'analysez, vous ? Alors, j'ai réagi exactement comme vous, d'autant plus qu'il y avait un phénix, tiens, phénix qui est parti, qui s'est envolé du bûcher. Et donc, effectivement, on pouvait penser que Dumbledore était un animagus et qu'il allait revenir sous forme d'un phénix. C'était votre analyse aussi ? Pardon. Donc la question des morts, moi je pense que c'est quand même quelque chose de très important, des décès de personnages dans le cheminement d'Harry Potter par rapport à la question du deuil. En fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'au fur et à mesure des différents personnages, des différentes morts des personnages, il y a quelque chose qui se construit en Harry Potter. Le premier décès, Cédric, tome 4, à la fin de la Coupe de Feu. D'accord ? Donc, rencontre avec Voldemort, l'échange de baguettes, la réapparition de ses parents, dans le phénomène de baguettes, son père, sa mère, etc. Donc, il découvre ses parents dans cet échange avec Voldemort. Donc, réapparition de souvenirs. Et première mort, Cédric. Bon, d'accord, Cédric, un de ses condisciples, c'était pas vraiment son ami, c'était son rival amoureux. Bon, il est très ambivalent, il ne peut pas pleurer, il ne comprend pas que la petite copine de Cédric pleure, elle est humide, cette jeune fille qui pleure son amoureux décédé. C'est ce qu'il dit, elle est humide. Donc voilà, la mort de Cédric, d'accord, première mort, ça le touche. Deuxième mort, qui n'est pas vraiment une mort, qui est une disparition de son parrain. Donc son parrain, qui est réapparu dans le tome 3, 4, 5, qui a pris une place importante parce que c'était vraiment le substitut du père. Son parrain ne meurt pas vraiment, il disparaît. Il disparaît derrière une arcade. Donc voilà, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuve de la mort. Mais quand même, il a disparu et il ne réapparaît pas malgré tous les efforts magiques que fait Harry. Ensuite, tome 6, bah oui, Dumbledore. Dumbledore, c'est son mentor, c'est lui qui lui ramène les souvenirs à la conscience, c'est lui qui l'aide à devenir quelqu'un. Moi, je pense qu'il fallait bien que Dumbledore disparaisse à un moment ou à un autre. Parce que, si vous voulez, si Dumbledore, c'est son analyste, il faut bien que cette analyse ait une fin. Et une fin d'analyse, c'est une forme de deuil. Il faut se séparer de quelqu'un pour lesquels on a déployé des éléments transférentiels, d'amour de transfert important. Et donc la fin d'une analyse, c'est comme le deuil, c'est comme la mort, c'est la fin d'un amour. Et donc je pense que Dumbledore, c'est assez logique, à mon avis, qu'il ait disparu. Il a été tué. Alors on a accusé Harry, dans le tome 7, on accuse Harry de l'avoir tué, bien sûr. La question de Rogue se pose aussi, c'est important quand même, ce personnage très indécis, très incertain, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est méchant, on ne sait pas jusqu'à quasiment au bout. Donc voilà, moi je pense que c'est assez logique. Par contre après, donc on arrive dans le tome, donc fin du tome 6, mort de Dumbledore, on arrive au tome 7, et alors là, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Le premier, c'est Maugrey Folleuil. Maugrey Folleuil, c'est intéressant parce qu'on ne retrouve pas beaucoup son corps, on retrouve juste son faux œil.
Et c'est la seule... Harry, quand il va dans le ministère, il se déguise pour aller dans le ministère de la magie, et il retrouve le faux œil affiché sur une porte. Et il ne peut pas résister à récupérer ce morceau du corps de son ami pour aller l'enterrer. Et c'est la première fois qu'il enterre quelque chose d'un mort. Ce n'est pas encore quelqu'un, c'est la première fois qu'il enterre quelque chose d'un mort. Ensuite, il y a son animal qui va mourir. C'est Edwige, qui est tuée dans le voyage du début du tome 7. Donc Maugrey Folleuil, Edwige, et puis surtout, c'est Dobby. Alors l'elfe de maison, l'elfe de maison qui est l'ami de Harry Potter. Et cet elfe de maison meurt aussi en sauvant Harry et ses amis. Et on a vraiment une scène, j'aurais pu vous faire un petit peu de lecture aussi, mais on a quand même des pages qui sont exceptionnelles, qui consistent dans le fait que Harry renonce à la magie pour enterrer son elfe de maison. Et donc il creuse la terre avec ses mains et ses ongles, avec comme dit Rowling, ses larmes et son sang. Et à ce moment-là, il renonce à la magie. Il ne creuse pas la terre avec sa baguette magique, il la creuse avec quelque chose de lui-même. Et donc, là encore, il perd un être qu'il aime et il en fait le deuil. Enfin, il est dans un processus de deuil, alors qu'auparavant, pour ses parents, il n'y avait pas de processus de deuil, ou alors ce processus très particulier de la cryptophorie ou des deuils précoces, avec beaucoup de déni et de clivage. Là, Dobby, c'est vraiment le premier personnage qu'il perd et qu'il va devoir enterrer avec un peu de lui-même. Et ensuite, bien sûr, il y a d'autres décès, notamment lors de la bataille finale, où là, effectivement, il perd des gens qu'il aime et voilà, il fait des deuils authentiques, enfin normaux, je dirais, normaux, habituels. Et il n'est plus dans le déni du deuil et dans le déni de la mort. Il reconnaît l'existence, qu'on est des humains, qu'on est des mortels, et voilà, qu'il y a des rites et qu'on doit aussi s'inscrire dans ce processus-là. Donc voilà pour la question de Dumbledore. Mais bon, c'est vrai que j'étais comme vous. Je pensais que c'était un animalgus. Enfin, surtout, il meurt tôt. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on se dit que c'est assez logique qu'il disparaisse. Mais je trouve que ça rend la suite de l'histoire d'autant plus touchante et pathétique qu'on se dit qu'il est à nouveau seul pour affronter tout ça. Enfin, moi, je trouve que l'évolution est très, très sombre de l'histoire de Harry Potter. Alors, non seulement il meurt tôt, mais Harry se lance dans un processus de disqualification de Dumbledore. Dumbledore devient pour Harry quelqu'un qui ne lui a rien dit. Il lui a légué des objets et il lui a pas dit comment s'en servir. Et donc, il l'a laissé seul. Harry se sent abandonné, seul, incompris par Dumbledore. En fait, il passe de l'amour et de la vénération quasiment, donc transférentielle, à presque de la haine et en tout cas beaucoup de colère par rapport à Dumbledore. Donc on a une forme de déqualification de l'image de Dumbledore, particulièrement active dans le tome 7. Et il croit tout ce qu'on lui raconte, tout ce que peut dire la Gazette du Sorcier, etc. Le fait qu'il ait martyrisé sa sœur, enfermé sa sœur Ariana, voir le fait qu'il ait tué éventuellement. Enfin bon, voilà, on a vraiment une entreprise de disqualification de Dumbledore à laquelle Harry adhère jusqu'à la scène finale. Oui ? Je ne comptais pas du tout poser cette question-là, mais il me semble, c'est le seul reproche que je pourrais adresser à votre ouvrage que je trouve vraiment extrêmement stimulant, c'est que, en fait, Harry n'adhère justement pas du tout aux théories autour de Dumbledore, c'est-à-dire qu'on essaye de disqualifier la figure de Dumbledore pour lui, mais lui n'y croit jamais. C'est-à-dire que le frère de Dumbledore va essayer de disqualifier Dumbledore. Rita Skeeter, en interviewant la vieille dame
son nom va m'échapper, va essayer de disqualifier Dumbledore. Mais en fait, Mathilda Tour-de-Sac, voilà, c'est ça. Et en fait, le seul reproche que je pourrais adresser à votre travail, c'est de confondre point de vue du récit et point de vue de Harry. Parce que justement, l'histoire nous raconte effectivement que des gens autour de Harry essayent de disqualifier la figure de Dumbledore, mais justement, le combat de Harry, c'est de ne pas croire. C'est-à-dire qu'il y a un discours autour du mort, mais Harry ne croit pas ce discours sur le mort. Lui, il est toujours en train de se dire, et si c'était vrai? Donc, oui, bien sûr, mais ça, c'est tout le cheminement beaucoup. de Harry, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doute, et en même temps, dont la grande force est au maximum du doute de toujours croire. Et il pense, quoi. C'est surtout ça qui est important. C'est qu'il y a un processus de pensée à travers le doute. Oui, voilà. C'est vrai. Ceci dit, mon bouquin, c'est les 5 premiers tomes. Oui. Et à quand peut-être un nouveau livre? 7. Non, vous n'envisagez pas éventuellement de commenter le 6 et le 7? J'ai écrit des articles, je pourrais vous donner les références. Mais... Oui, sur votre site? Oui, sur mon site, c'est inscrit, oui. Oui, tout à fait. Mais alors, j'en profite pour poser peut-être ma question, parce que vous dites à la fin qu'il est question de processus de deuil dans l'abandon de la série Harry Potter. Et je me posais la question justement sur le fait que toute la série traite de la destructivité psychique. C'est-à-dire que dans le fond, je trouve qu'elle donne un moyen absolument extraordinaire de penser ce qui peut être de l'ordre de la destructivité psychique. Voldemort, l'ensemble des Death Eaters sont vraiment des personnages qui, justement, comparés à Harry, Hermione et Ron, sont des gens qui tentent justement de détruire les autres psychiquement. Et est-ce que vous ne croyez pas que toute la série tourne autour justement de la vie psychique? C'est-à-dire que Harry, c'est vraiment le survivant au sens, ce petit héros qui est capable de trouver la vie dans un monde qui est extrêmement hostile, qui est extrêmement destructeur. Oui, tout à fait. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que, eu égard à cette question du traumatisme, du deuil précoce, de la maltraitance, on a un enfant, jusqu'à 11 ans quand même, un grand enfant, qui ne pensait pas, dont la pensée générait du vide. Et elle décrit bien ça, Rowling, dans les premiers volumes. Et donc, effectivement, on assiste à l'apparition d'un phénomène de pensée chez Harry Potter, sous forme de souvenirs, mais aussi sous forme de pensée et d'actes et d'initiatives. Peut-être un des fils conducteurs, c'est la cape d'invisibilité, qui lui permet de mettre en acte un certain nombre de transgressions par rapport aux règles, de pouvoir explorer des lieux qui lui viennent de son père, par l'intermédiaire de la carte du maraudeur, par exemple. Et puis de réfléchir aussi. Et il réfléchit à côté, il se trompe. Il se dit, par exemple, Rogue, c'est Rogue qui a lancé le sort. Voilà. Donc on a effectivement, chez Harry Potter, l'apparition de phénomènes de pensée, là où il y avait des tendances au néant et au vide dépressif auparavant. Justement, c'est balbutiant, mais ça, je crois que tout le monde de la psychanalyse et de la psychiatrie peut être reconnaissant à J.K. Rowling d'une certaine façon d'avoir donné peut-être un objet de pensée à ce phénomène qu'on peut appeler trou noir, black hole chez Francis Tustin par exemple, mais d'une certaine façon, elle aide à l'imaginer ou à le penser. Oui, tout à fait, et surtout à partir d'un processus. C'est ça qui me paraît intéressant, parce qu'on a 7 volumes, on a 10 années, on a un processus d'élaboration, non seulement de l'auteur, mais aussi du lecteur. Tout à fait. Et il y a aussi la question du spéculaire qui me paraît aussi important. C'est quand même un gamin, voilà, un adolescent qui passe par la reconnaissance de soi-même dans le miroir, par rapport au regard des autres aussi, le rôle du miroir visuel des autres, et la réappropriation de son histoire et de sa pensée. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est ça aussi, mais c'est aussi quand même un roman, là je vous rejoins aussi, noir. C'est sur la douleur, c'est sur le deuil, c'est sur la mort. Harry Potter, c'est quand même un roman sur les choses les plus difficiles, je trouve, de la psyché, à la fois pas tout ce qui a trait à la mort, mais tout ce qui a trait aussi à la négativation de la pensée.
Au sens, les références, ça serait plutôt Green, André Green, la clinique du négatif, la mère morte, narcissisme de vie, narcissisme de mort. Mademoiselle. Bonsoir. Moi, je voulais me pencher sur le côté, sur la gestion du traumatisme d'Harry Potter, dans le fait qui est incarné dans le personnage de Voldemort, et le fait qu'il revienne à chaque année, dans chaque tome, sous divers aspects, et voir qu'à chaque fois, jamais on trouve chez Harry la naissance du sentiment de vengeance, de vouloir se venger en fait la vie qu'il a perdue et l'origine de tous ces traumatismes. Et c'est quelque chose qui se développe jamais dans aucun des tomes. La question de la vengeance apparaît justement dans cette question de la négativation de la pensée. Pour se venger de quelqu'un, il faut pouvoir penser qu'on en veut à quelqu'un. Et Harry, il ne peut même pas penser ça. Il n'y a que du vide à la place. C'est progressivement qu'il apprend que Voldemort a tué ses parents. Mais il n'a pas de pensée par rapport à ça. On lui raconte. Le seul moment, peut-être, où il revoit la scène, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est dans le tome 7, quand il revoit la scène où Voldemort va tuer son père, sa mère, et s'adresser au bébé. Là, il revoit la scène par l'intermédiaire de Voldemort. Vous vous rappelez de ça ? Oui. On est vraiment arrivé dans le tome 7. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de vengeance. Il y a un moment, il veut tuer, quand même, il veut dans la chambre des mystères, il veut tuer, mais qui est-ce qu'il veut tuer ? Sirius, Voilà, il veut venger son parrain. Ouais, là, il y a de la vengeance, et c'est Bellatrix qu'il veut, Lestrange, il veut la tuer, il veut jeter le sortilège de la mort, qui est un sortilège interdit. Donc là, je pense que la vengeance, c'est le seul moment où ça apparaît. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est à cause d'une absence de pensée. Il ne peut pas penser se venger parce qu'il n'a pas de pensée par rapport à ça. C'est progressivement que ça se met en place jusqu'à la fin. Et il ne va même pas se venger de Voldemort à la fin. Non, il va s'offrir en sacrifice. Enfin, c'est ça qui est étrange parce que pendant toute la série, on lui fait comprendre, surtout au tome 5, lorsqu'il y a la prophétie, il comprend qu'il doit le tuer pour réussir à affirmer pour pouvoir vivre enfin, avoir une identité autre que par son passé et son traumatisme. Et malgré ça, il n'y a pas du tout l'envie qui se présente. C'est par nécessité qu'il agit, qui motive ses actions. Et même avec les différents morts qui parcourent le récit, c'est peut-être ce qui est un peu utopique chez Harry, c'est qu'il n'y a pas du tout de facettes négatives qui se développent vraiment chez lui. Ou les seuls traits négatifs qui l'inquiètent, c'est des traits qui rattachent à la contamination de Voldemort, qui est les traits qu'il partage avec lui. Alors bon, par rapport à la prophétie, on est vraiment tout à fait dans la question de la relation au double. Dans la relation au double, que vous pouvez voir dans d'autres, Mr. Jekyll ou Mr. Hyde, le Horla de Maupassant, etc. Quand on a un double, c'est l'un ou l'autre qui doit survivre. Il y en a un des deux qui doit disparaître. C'est ce qu'on appelle la relation paranoïaque. Le crime paranoïaque, le paranoïaque, il va tuer son double. Le crime passionnel paranoïaque, c'est ça. Donc cette question de la prophétie, elle est tout à fait à mettre en relation avec cette question du double et du miroir. L'un des deux doit disparaître. Ce n'est pas forcément une question de vengeance, effectivement. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est dans la logique de la relation spéculaire à Voldemort. Harry, quand même, il se met en colère à partir du tome 5. Il est toujours en colère. Non ? Il est complètement coléreux, égocentrique, persécuté. Peut-être un petit peu. Un peu beaucoup. À partir du tome 5, il est infernal, même après ses amis. Donc il a des moments de grande colère et il pense qu'on lui cache des choses et qu'on lui veut du mal. Donc il devient quand même sacrément coléreux. Mais bon, c'est des colères normales. C'est pas des colères pathologiques. Voilà. Mais quand même, il y a de l'affect. Il y a de l'affect par rapport aux autres.
Et Voldemort, il a quand même la grande tentation, c'est quand même un des ressorts de l'histoire, de prendre la baguette de puissance. Hein, il a la tentation de choisir les reliques de la mort, et notamment la baguette, pour devenir le plus fort, comme Dumbledore avant lui l'avait voulu. Hein, donc il a quand même cette tentation-là. Et la grande richesse du texte de Rowling, c'est de proposer, parce que moi j'ai appelé des propositions morales, des solutions morales, des solutions éthiques. Hein, c'est-à-dire qu'on met la morale en acte. Et donc Harry renonce à la vengeance qu'il aurait pu exercer grâce à la baguette de puissance. Il renonce aux reliques de la mort. Oui, c'est ça, aux reliques de la mort. Et il choisit de partir à la recherche des Horcruxes et de détruire les Horcruxes. À un moment, il fait le choix, et c'est au moment où il enterre Dobby. Hein, vous vous rappelez, Horcrux, relique de la mort, il hésite, et il choisit résolument de détruire les Horcruxes. Ce faisant, il choisit de se détruire lui-même, vu qu'il est un Horcrux. D'accord ? Donc il y a quand même ce moment-là où il est vraiment tenté par la vengeance. Mais la force du roman de Rowling, c'est qu'il ne choisit pas la vengeance. Hein, il choisit l'exposition à l'autre. Un peu. Il y a un philosophe qui appelle ça, c'est Emmanuel Lévinas, la responsabilité pour l'autre, l'exposition à l'autre dans la nudité. Hein, ça, c'est ce que choisit Harry. Alors on peut se demander, est-ce qu'il se suicide ou est-ce qu'il se sacrifie ? Donc je ne pense pas que ce soit un suicide, c'est un sacrifice éthique. Hein. Il va s'exposer à l'autre, comme ça, les mains vides. C'est un peu christique aussi, hein, dans la nudité. Et il reçoit le sort de la mort. Et il ne meurt pas. Eh bien, nous terminerons là-dessus, sauf si quelqu'un... Merci. Merci à Éric Auriacombe. À la prochaine fois. Ben, merci à tout le monde. Hein. C'est toujours un plaisir pour moi que de venir parler de Harry Potter et de J.K. Rowling. Voilà, merci.